Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André. Comment ça va, Marc? Ça va, puis toi, Julien? Ça va bien, un peu fatigué, je te dirais. Là. Bonne année. Bonne année, oui, bonne année à toi, bonne année à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs qui nous suivent. On enregistre le 2 janvier, donc je pense pour une semaine, vous allez devoir encore endurer les gens qui disent bonne année. Oui. Et on ne passera pas à côté de cette occasion-là pour souhaiter une bonne année et l'actualité et tous tes projets. Donc, encore une fois, merci pour la musique d'intro. Donc, on est bien contents. Et Marc, plug nos réseaux pour cette nouvelle année. L'Assistant Coach Podcast sur Facebook pour ceux qui veulent nous suivre. Puis l'Assistant Coach Podcast, tout en un mot, sur gmail.com si vous voulez nous écrire. Puis si vous ne voulez pas, ben faites-le pas. Voilà, c'est bien correct. Et voilà. Donc, voilà. là, dans le fond, quand même, une semaine particulière, parce que la semaine qui s'en vient, c'est la dernière régulière. Ouais, je suis très excité, donc, honnêtement. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de hype. C'est ça. La semaine qui vient de finir était vraiment le fun et intéressante. Celle qui s'en vient aussi. Puis j'aime ça, encore une fois, là, des matchs pendant le temps des fêtes, comme le 31 pendant la journée, ou même le soir, on se textait beaucoup pendant le match des Packers. Ouais. Mm-hmm. Je me suis endormi au 4e quart. Fait que j'ai une opinion sur toutes les trois pour comme les quarts. Ouais, mais le 4e quart. Il y a un moment où je ne peux pas dire quand, mais je suis parti. Donc, j'ai quand même une opinion sur le match, malgré tout. C'était fait, je pense. Je veux quand même dire qu'on a une année spéciale parce que depuis 1982, c'est l'année où la dernière semaine, il y a le plus d'équipes encore mathématiquement. Je vais essayer de refaire une phrase qui se peut. Depuis 1982, cette année, il y a 20 équipes qui peuvent encore se classer pour les éliminatoires. C'est la première fois depuis 1982 qu'il y en a autant lors de la dernière semaine. J'aimerais mettre un bémol. Oui. C'est la 3e année que 7 équipes par association. Aussi. Donc, au lieu de 6. Donc, ça se peut aussi que. Il faudrait voir, j'aurais aimé ça, la vraie stat avec le over. Mettons, il y a 6 équipes de plus qui peuvent se classer. Est-ce que 6 de plus que le nombre de places permises, c'est le record ou non? Ouais. J'aurais préféré cette stat-là. En 1982, c'était 22, pour te donner une idée. Là, il y en a 20. C'est comme certains records vont être battus la semaine prochaine parce qu'on a 17 matchs. Ben oui, c'est ça, le 17e. Mettons exemple, vite de même, il y a un record que je trouve qui est pertinent, qui vient d'être battu. On regarde San Francisco. Brock Purdy a le plus de verges all-time pour une seule saison dans l'histoire de San Francisco. Puis il y a eu des grands corps à San Francisco. Mm-hmm. Là, dans le fond, il a dépassé par 4 verges. Mais dans le fond, c'était le 16e match qu'il a joué la semaine passée. Donc, je trouve que c'est plus significatif qu'il ait battu ce record-là. À la 17e semaine et non pas à la 17e. Exact, parce que le match de plus va faire qu'il peut avoir un doute ou une ambiguïté sur le record. Il l'a atteint avant le 12e match, donc il va en rajouter la semaine prochaine. Mais quand même, bravo. Puis ça, je me suis rendu compte que c'est pas beaucoup d'équipes qui ont des passeurs de 5000 verges dans leur rang. Non. Moi, j'étais gâté avec Big Ben. Toi, tu étais gâté avec Brett Favre et Aaron Rodgers. Mais le record, c'était comme 4276. Il n'y a jamais eu un corps arrière qui avait passé pour plus que ça. Puis là, il y en a eu des grands corps là, à San Francisco. Le Montana, Young quand même, puis il n'y a personne. Exact. J'aurais rajouté Colin Kaepernick à ça, mais bon, pour des raisons politiques, j'en parlerai pas. Wow! Non, moi, c'est plus par la course. Lui, il était bon passeur. Oui, c'est bien par la course. Oui. Non, dans le fond, c'est ça. Donc, mais s'il y avait moins kneel down, peut-être qu'il y aurait plus de verges aussi. Hein? Donc, si tu vois ma blague, les vrais savent. Donc là, maintenant, ça fait quand même plusieurs années, mais écoutez Netflix, là, ils vont peut-être avoir un grip de vérité puis beaucoup de politique derrière ça. Voilà. Mais dans le fond, sans plus tarder, allons au devoir de match. Puis je tiens à dire que moi, j'ai juste vu 2 matchs. J'étais quand même bien occupé. J'ai vu 2 matchs comme plus plein. Mais le reste, j'ai vu par intermittence, juste suivre les scores. Pas compliqué, on a vu les deux mêmes. Là. C'est vraiment ça. Fait que ça va être beaucoup. Puis c'est vraiment correct. C'était le temps des fêtes, j'ai vu moins de matchs. T'en as vu un de plus. T'as vu plus Lyon Cowboys. En fait, Lyon Cowboys, je ne l'ai pas vu. J'ai juste réécouté, sans blague, j'ai réécouté 3 fois l'entièreté des 2 dernières minutes du match. Puis c'est de ça que je vais vous parler. Parce que c'est juste ça que j'ai vu. J'ai juste vu la fin du match. J'ai vu que c'était serré. C'est juste ça que j'ai vu. J'ai vu en live, mais c'est ça, on s'en parlera. Je pense qu'il y a beaucoup à jaser, mais j'ai ma propre conclusion de ce qui s'est passé. Puis je veux voir le talon de paye des arbitres. C'est ça ma conclusion. Non, c'est une blague. C'est pas du tout là où je m'en vais. Mais on en reparlera de cette fin de match-là quand on fera notre en rafale. On parlera de cette situation-là très, très, très particulière qui s'est passée.
Mais là, on voulait voir un devoir de match. Et Marc, je veux re-hyper ce match-là. C'était Falcons-Bears. Donc, j'ai vraiment là, adoré ce match-là. Moi, ce que j'aimerais dire, par contre, c'est que la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est que deux équipes qui ne sont pas actuellement en playoff, parce que c'est deux équipes que je me suis dit, on risque de ne pas revoir en playoff, justement. Donc, avant qu'on reparle toujours des mêmes équipes, je voulais voir les Bears qui étaient comme plus revampés, qui étaient sur une séquence victorieuse, qui avaient une défensive clairement meilleure qu'en début de saison et qui gagnaient beaucoup de matchs. Donc, je voulais voir les Bears de maintenant, ça donnait quoi? Et non les Bears de début d'année avec tous les remous et le remaniement de personnel qu'ils ont eu. Donc, je vais voir ces Bears-là et les Falcons avec Tyler Heinicke, ça donnerait quoi? Parce qu'ils se sont battus pour le premier rang de leur division longtemps. Puis on s'est demandé, est-ce qu'avec Tyler Heinicke, ils vont être capables de faire un beau match contre les Bears qui sont revampés? Je voulais voir ça allait donner quoi. Puis c'était ça la prémisse de ce match-là. Je veux juste apporter une précision parce que tu as parlé, ils se sont battus comme si tu parlais au passé, mais je tiens à dire qu'ils se battent encore. On en reparlera dans les scénarios tantôt. Moins. Mais ils n'ont pas besoin de temps. Ils n'ont pas besoin de tant d'étoiles alignées que ça, là. Mais Marc, ils ont besoin de moins d'étoiles que les Steelers, là. Je sais, mais Marc, tu as très bien compris mon temps de verbe. Oui. Mais tu sais, dans le fond, je parle au passé parce que dans le passé, j'ai choisi ce match-là parce qu'il se battait. OK. Donc, c'est. Je mais il y avait 2 degrés à cette phrase-là. Oui, c'est ça. Okay. Mais oui, comme tu as dit, dans le fond, c'est important, là, c'est que j'ai dit ça, ils se battaient parce que je ne crois pas trop, surtout avec la dégelée qu'ils ont eue. Mais dans le fond, c'est par le score de 37-17 que les Bears remportent le match. Donc, Marc, décris-nous un peu la séquence, comment ça s'est passé tout ça. Donc, première séquence, honnêtement, ça a été la première séquence la plus prometteuse d'Atlanta, honnêtement. Leur première, je trouve que ça a été une de leurs seules belles séquences à l'attaque. 2 jeux truqués, un qui a réussi, un qui n'a pas réussi. On a vu Bijan Robinson avoir une belle course, mais ça se termine malheureusement sur un field goal raté de Younghoe Koo dans la neige, qui est quand même un botteur très fiable dans la NFL. Mais ça n'a pas fonctionné, c'était dans la neige. Puis je trouve que ça a vraiment donné le ton à ce match-là, ce field goal raté-là. Je trouve que ça a vraiment donné un gros switch de momentum après une bonne séquence. Puis tout de suite, ça n'a vraiment pas été long. Le Chicago a traversé le terrain en genre 2-3 minutes, puis touché DJ Moore dans le coin de la zone de but sur une passe parfaite, un jeu parfait, drag-toe. Donc, ça portait le score à 7-0 Chicago. Deuxième possession d'Atlanta. Atlanta, encore une belle progression, puis un autre field goal raté de Younghoe Koo. Puis je trouve que ça a vraiment scié les gens. À partir de ce moment-là, très franchement, quand j'ai écouté le match, je connaissais déjà le score parce que je l'ai écouté en reprise, mais pour vrai, à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr qu'après ça, Atlanta ne fera plus rien. Ça a vraiment coupé les jambes. Une autre belle séquence, ça a amené vraiment une autre belle séquence des Bears et un touché sur une course, un QB draw, une course prévue de Justin Fields qui portait le score à 14-0. Les Falcons ont donné quand même un peu de signe de vie sur une passe à l'appel, un screen à Tyler Algier, une course de 75 verges. Je ne sais pas si vous avez vu, je trouve que quand il court, Algier, il n'a pas l'air d'un top coureur. Je trouve qu'il court un peu d'une façon un peu weird. Je ne sais pas, ça ne marche pas, sa façon de courir. Il est court. Oui, c'est ça. Il est vraiment pas grand. Gravité, il est court. Vraiment weird. Ça fait qu'on dirait tout le temps qu'il est comme tout le temps un pas avant de s'enfarger. Oui, c'est mais ça. Tout le long de sa course. Il est comme trapu, il court large. Vraiment, c'est vraiment étrange. Mais il court vite. Oui. Fait que, dans le fond, il y a une bonne traction, il y a sa méthode. Fait que c'était 14-7, puis tout de suite, les Bears ont répliqué avec un touché à Johnson au sol, 21-7 sur une longue séquence de Chicago. Puis avec 1 minute à faire au deuxième quart, il y a eu une interception de Edwards qui a mené à une tentative de placement ratée, mais qui a été ramenée par, je me souviens plus quel joueur d'Atlanta, puis pour vrai, j'ai vraiment cru qu'il allait ramener ça dans la zone de but. Il est arrêté à la ligne de 15 de Chicago, il a traversé le terrain au complet, puis il s'est fait rattraper, j'y ai vraiment cru, j'aurais aimé ça. Je trouve que ça aurait donné un match un peu plus serré à ce moment-là. Ça aurait été une belle petite étincelle, parce que tout de suite, quand on revient de la mi-temps, Santos, sur la première séquence, au retour, marque un placement, ça portait le score à 24-7. Bon, Koo a réussi finalement un placement, c'était 24-10. Puis après ça, ça a été un peu le festival des interceptions en deuxième demi pour les Falcons. Interception de Chicago avec 3 minutes à faire au troisième quart. Un autre placement à 27-10. Heinicke qui ramenait un peu de vie sur une course de 24 verges. Il a porté le ballon lui-même sur 24 verges. C'était 27-17. Santos, un placement à 30-17. Interception de Heinicke. Ça l'a mené à un touché de Herbert. Puis une interception de Ridder à la fin du match qui avait remplacé Heinicke. Fait que quand même 4 interceptions pour la défensive des Bears dans ce match-là. Et le score final, 37-17.
Tes premières impressions des Bears, comment tu les as trouvées? Ben, très franchement, je ne sais pas si c'est les Falcons qui sont juste vraiment pas bons ou si c'est les Bears qui étaient vraiment bons. Mais les Bears avaient l'air des contenders du Super Bowl là, dans ce match-là. Là. Ils avaient vraiment l'air excellent. L'attaque super dynamique. J'ai adoré DJ Moore qui serait receveur numéro 1 dans la majorité des équipes de la NFL. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé cette année parce qu'il joue pour les Bears. Mais ce gars-là, il est vraiment exceptionnel. Un match encore exceptionnel. 159 verges dans ce match-là, 9 catchs, 1 touché. J'ai adoré ce match-là. Il était tout partout. Puis, tu sais, c'est pas comme s'il y avait 300 000 autres options là, à Chicago. Là. Il est pas mal tout seul. Tu joues contre Chicago, tu dis si on couvre DJ Moore, on devrait être correct. Puis même à ça, il était capable de se libérer puis d'avoir des gros jeux, des gros catchs. J'ai vraiment adoré ce match-là. Puis, il faut quand même aussi parler de Justin Fields, qui a été quand même précis dans ses passes. Je parlais du catch, du toucher de DJ Moore en début de match sur le Dracto. C'est une passe ultra précise, là, par-dessus la tête de DJ Moore, que si c'est un pied plus bas, la passe est rabattue ou peut-être même interceptée, que c'est vraiment exactement pile poil à la bonne place pour que ce soit un touché. J'ai aimé le match de Justin Fields parce que oui, il a couru pour 45 verges, mais il a quand même passé le ballon 268 verges par la passe. Je l'ai trouvé précis, même s'il était dans la neige puis ce n'était pas des conditions optimales. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son match à Justin Fields. Moi, j'ai beaucoup aimé son toucher, dans le fond, là, on dirait Ouais. comme une course facile, Ouais. comme j'ai à peine touché, Mm-hmm. le petit bras, genre j'aime bien ça. Ouais. Mais c'est surtout le fait que les Bears, on le sait, c'est avant l'identité des Bears, puis c'est un peu la vieille mentalité, mais c'est comme on court la balle. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça, on court la balle, on a une grosse défensive. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la grosse défensive. Mon équipe, c'est une équipe qui joue bien dans les scores serrés et quand ils ont une avance. Fait que tu leur donnes une avance en début de match, puis ils n'ont jamais regardé derrière. Mm-hmm. Quelques jeux explosifs de DJ Moore pour les sortir un peu là, du pétrin. Parce qu'avant son touché sur la première séquence, il y a eu quand même un gros catch juste avant, Ouais. en troisième et quelque chose. Mm-hmm. Puis je trouve ça le fun qu'en troisième et quelque chose, ils font un gros gain, genre une passe de 30 verges. Là. Mm-hmm. Au final, je trouve que les Bears jouent extrêmement bien. Même si c'était contre un adversaire qu'on pourrait dire moins bon ou moyen ou de la NFC, on pourrait dénigrer l'adversaire, mais on ne peut pas changer ils ont qui en face d'eux, mais c'est que ça fait 4 semaines qu'ils jouent bien. Ils jouent du football inspiré. Ouais. Ils courent beaucoup. Herbert est excellent. Justin Fields échappe bien à la pression avec ses jambes, mais il passe bien le ballon. Quelques catchs importants des endroits où il faut. Fait, on dirait, moi, je trouve que même si, admettons, les Bears, ils ont le premier choix à cause de la Caroline. Est-ce que tu veux vraiment changer Justin Fields? Ça reste quand même que c'est un jeune corps. Ben, Est-ce que tu te dis, c'est pas lui mon avenir, puis je change? Fait que, au final, avoir le genre de match qu'il me donne en ce moment, j'ai pas de raison de vouloir le changer à tout prix. Il est encore en progression. Je trouve qu'il progresse bien. Je sais pas un peu, est-ce que toi, ton impression, c'est comme, s'il avait changé Justin Fields, on aurait un meilleur corps? Là, tu viens de quand même. En fait, ce qui est difficile avec Justin Fields, je pense que c'est ça que les Bears ils vont devoir se poser comme question, c'est que quand il joue comme il joue depuis 4 ou 5 matchs, pour moi, c'est clairement un corps arrière de la NFL, peut-être autour mettons autour de 15e dans la NFL. Là. C'est whatever. Là, je pense pas qu'il est un top On peut aller 10. tiers, deuxième Mais tiers. Il n'est pas whatever, gênant, dans ce troisième coin-là. tiers, Mais mais il n'est pas top tiers. moi, ce qui me dérange avec Justin Fields, c'est que il a montré des beaux flashs, puis là, il en montre des beaux, mais il n'a pas été constant. Dans ces 2-3 dernières années, je trouve qu'il y a eu trop de matchs où il y avait 100 verges par la passe, qui étaient imprécis. Fait je trouve que c'est vraiment un choix déchirant pour les Bears, parce que, mettons que tu repêches Marvin Harrison Jr. avec le premier choix, tu peux te ramasser avec Justin Fields et DJ Moore puis Marvin Harrison de chaque côté, un de chaque côté. Tu as vraiment quelque chose d'intéressant si Justin Fields est capable de poursuivre comme il est depuis 4-5 matchs. Mais c'est ça, est-ce que tu te fies aux 4-5 matchs ou tu te fies aux 2 dernières saisons complètes? C'est difficile de voir. Exemple, mais c'est parce que c'est dur, Marc, parce que c'est le fun d'avoir un corps constant. Mais s'il y a encore son contrat recru, il n'y en a pas beaucoup, puis tu regardes même, mettons, Baker Mayfield, qui est le premier passeur à avoir un passer rating parfait à 158.3 à Green Bay. Tu étais tellement en confiance que tu l'as mis en finale de ton fantasy, puis tu fais de la grosse pause. Fait que, tu sais, au final, il y a pas beaucoup, il y a peu de corps. Même Patrick Mahomes, 2 times MVP, champion du Super Bowl, il y a une saison de misère. On pourrait parler de ses receveurs, on peut parler du talent autour de lui, mais au final, on ne doit pas se sentir désolé pour le talent qui est autour de lui. On ne doit pas non plus blâmer quelqu'un d'avoir des bons joueurs qui facilitent, entre guillemets, sa vie. Comme toi, on peut dire, mais il y a Waddle, puis Hill, il fait quand même ses passes. Puis tant mieux s'il y a ça, il
il double le gain en verge de sa passe parce qu'il court bien. Ouais. Mais au final, il réussit ses passes Tua, il est bon, il est quand même constant, mais il y a des mauvais matchs. Il s'est fait quand même 2 fois contre des adversaires de taille qui sont les Ravens et les Bills dans l'association. Ils ont été malmenés, ces Dolphins-là. Fait il y a des super bons matchs et des matchs moins constants. C'est normal, on dirait, de ne pas être constant. Fait que le fait que le fait de dire qu'il n'est pas constant, je ne sens pas que c'est un argument. C'est plus la crainte de vivre avec ses bas très bas puis ses hauts très hauts. Oui, c'est ça. Mais au moins, il y a des hauts très hauts, comme Clairement. beaucoup de corps n'ont pas. Puis on dirait, ça fait 4 semaines de suite qu'il joue bien. Tu sais, il y a quand même, tu sais, je ressortais la stat, puis je voulais de la sortir. Il y a, en 20 passes réussies, il y a 268 verges. Puis une passe de toucher. C'est 13, tu sais, c'est 13 verges par passe, là, complété. C'est bon, ça. C'est comme moyenne, là. Ça veut dire que c'est pas juste des petites passes screen pass pour booster ta moyenne d'efficacité puis avoir un pourcentage de passes réussies bien comblé. Ça veut dire que tu tenses la longue passe à DJ Moore, tu essaies de le reprendre dans les zones profondes. Ça marche plus souvent que ça marche pas. Tu es capable de soutenir des séquences, faire des jeux explosifs. Tu cours avec le ballon. Herbert a 18 courses. Justin Fields a 11 courses. Ça reste le play calling. Ça reste qu'au final, ton coach, tu le vois à long terme. Justin Fields, tu le vois à long terme, tu te donnes le temps de progresser. Matt Eberflus, là, tu regardes les 3 premières saisons, c'est nul. Mais comme tu as dit, il faut de la stabilité. Fait les Bears, combien de fois ils ont reset dans les dernières années? Là, ils disent on stick to the plan, ça va prendre du temps, puis on dirait que là, ça leur donne raison en ce moment. Moi, je trouve que Justin Fields, il a step up cette année. Plus l'année avance, meilleur il est. C'est ça que tu veux voir d'un corps, que plus l'année avance, meilleur il est. Si j'étais les Bears, je stickerais avec Justin Fields. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne le sais pas parce que historiquement, un premier choix, souvent, les équipes ils vont avec un QB. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je trouve que c'est une décision vraiment déchirante. J'ai aimé ce que j'ai vu de Justin Fields. J'ai aimé ce que j'ai vu des Bears. Comme tu dis, Khalil Herbert est bon. La défensive a fait des gros jeux, 4 interceptions. Ben, tu sais, Marc, je vais être franc avec toi. Tu sais, mettons, DJ Moore avec le match qu'il y a eu. Tu sais, puis les Falcons, là, c'est une bonne défensive. On ne se le cachera pas, c'est une bonne défensive. On ne va pas se dire que ce n'est pas une bonne équipe. Je comprends que c'est pas une bonne équipe, mais c'est une bonne défensive. Tu marques 37 points contre eux. C'est un bon accomplissement. Parce que souvent, ils perdent des matchs, mais genre 17-10. Exact. Au final, Atlanta, ça reste une bonne défensive. Chicago est arrivé à piétiner Atlanta. Puis une des raisons, c'est DJ Moore, c'est comme un peu un AJ Brown. C'est un gros receveur. Pour ton corps arrière, c'est plus facile, dans le fond, faire des passes contestées. C'est pas genre l'espèce de petite frame à la Justin Jefferson ou à la Jamar Chase. C'est comme à la AJ Brown. Là. C'est un gros costaud, musclé, grand. Il peut briser des plaqués, il peut te faire un stiff arm. Au final, tu en as juste un. Imagine, tu prends un autre bon receveur de passe, puis là, tu as un 1-2 punch, puis tu ne te tromperas pas avec Marvin Harrison Jr. Imagine à quel point il va être dominant par la passe. Ça va juste ouvrir plus. Au final, les Bears, je trouve que ça a été une bonne équipe de football. Ça fait plusieurs années qu'ils sont divertissants, mais là, ils gagnent. Tant mieux pour eux. Ils font le ménage tranquillement, pas vite. Puis c'est une franchise qui mérite d'avoir un petit peu de succès là, parce que dans les dernières années, c'est petit. Tant mieux pour eux. Puis je vais switcher à Atlanta. Ouais, vas-y. Atlanta qui était dans un match, qui était dans un must-win, qui était clairement plus dans un must-win que les Bears dans ce match-là parce qu'ils se battent encore pour le titre de leur division. Ils ne sont pas présentés. Heineke est 10 en 29. 10 en 29. C'est une passe sur 3. 160 verges, 3 interceptions. Tu sais, aucune course. Cordarrelle Patterson, 0 impliqué dans ce match-là. Cordarrelle, qui était ton All-Star l'année passée, 0 impliqué dans ton match le plus important de l'année. Ton receveur qui a le plus de verges, c'est Tyler Algier. Drake London, 50 sur verges. Une réception. Ouais, sur une réception. Drake London, 50 verges. Kyle Pitts, une réception, 5 verges. Où sont tes gros noms? Où sont tes gros joueurs? Van Jefferson qui faisait bien avec les Rams l'an passé, que là, rien. Tu sais, 3 catchs, 19 verges, Van Jefferson, comme je ne comprends pas ce qui se passe avec Atlanta. Je comprends que c'est une division ultra faible, puis que peut-être qu'ils ont cette victoire à cause qu'ils sont dans une division faible, puis qu'ils ont battu des équipes pas bonnes, mais ça reste que c'est une équipe à 7 victoires qui s'est aucunement présentée. Puis je comprends pas, c'est-tu le coach, c'est-tu le plan de match? Je suis pas capable de dire c'est la faute à qui, mais la prestation... mais c'est fou, Marc, dans la conférence, ils sont 4-7. Fait que, tu sais, ça veut dire que contre l'américaine, Atlanta a 3 victoires, 2 défaites. Ils sont 3-2. Dans la nationale,
sont 4-7, mais dans l'américaine, ils sont 3-2. C'est quand même... Je sais pas c'est qui les 3 victoires. Faudrait investiguer un peu plus. Attends, je vais essayer de trouver ça. Là. Je vais essayer faudrait voir parce que, tu sais, Falcons, on dirait, c'est vraiment... Ils sont en progression. Ils sont pas là encore, mais c'est prometteur. Puis, tu sais... Ils ont battu les Colts. Ils ont battu les Colts. Ils ont battu les Jets. OK. Ils ont battu les Texans. Quand même. Quand même. Ils ont battu Colts et Texans. Là. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une équipe qui se cherche. Ils ont des jeunes recrues. Il faut juste que la sauce pogne. C'est pas clair leur identité. Bijan Robinson aussi. C'est pas clair s'il est en santé ou pas. Bijan est utilisé, pas utilisé. On ne sait pas trop. Il y a des super beaux flashs, mais on ne le voit pas pendant 2 quarts. Puis là, whoop, il revient, il fait une belle course. Puis... Ça reste une équipe qui n'est pas gênante, mais qui est ordinaire. Ouais. C'est une équipe ordinaire. Puis ça fait des matchs qui sont sérieux parce que la défensive est bonne normalement. Tout à l'heure, une passe sur 3, c'est pas acceptable. Non. C'est juste de sa faute. C'est l'attaque. C'est pas supposé arriver. Oui. Mais bon, moi, dans le fond, ça fait le tour là, pour ces deux équipes-là. Est-ce que tu avais je veux juste mentionner, par rapport à... tu disais que c'était une bonne défensive. À part la défaite contre les Bears, leurs 6 défaites précédentes, c'était par moins d'une possession. Fait que, tu sais, ils restent dans le match. Ils étaient dans le match tout le temps. Là. Ils ont tout le temps été dans le match. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est une équipe qui restait dans le match puis qui ne sont juste pas présentés dans leur match qui était hyper important qu'ils gagnent. Parce que s'ils avaient gagné ce match-là, ils seraient premiers de leur division. Les corps qu'ils ont, font quoi pour mettre en valeur Drake London puis t'as raison. Puis les autres. T'as raison. Oui. C'est ça. C'est dommage, ils sont un petit peu limités, mais ça arrive des fois malheureusement. Là, maintenant, parlons de l'autre match qu'on a vu. Les Packers contre les Vikings, dimanche soir, le 31. On sort pas, on est chez nous, puis on va se coucher. Voilà. Au lieu d'écouter Marc, nos émissions Packers de fin d'année. Vikings, tu as le premier regard sur ce match-là. Oui, ben honnêtement, je suis très, très, très impressionné par ce match-là des Packers. Très impressionné par l'attaque. On parlera de la défensive plus tard, qui, pour moi, c'est pas un match qu'il faut se fier à la défensive. Mais l'attaque des Packers, ça fait plusieurs matchs qui mettent énormément de points sur le tableau. Je pense vraiment qu'ils ont trouvé leur identité. C'est une équipe avec des receveurs rapides. C'est une équipe qui met des receveurs en mouvement. On donne le ballon aux receveurs pendant que les receveurs sont en mouvement. Tu sais, dans leur course, c'est difficile de les plaquer. Jalen Reed, toute une éclosion cette année. C'est un gars ultra rapide. Il est difficile à plaquer. On utilise beaucoup de permutations. Jordan Love est très, très précis. Il fait vraiment le travail. J'adore ce que je vois de Jordan Love. Je pense vraiment que c'est le gars de l'avenir, puis il va être un corps arrière top 10 dans la NFL, je pense, pour plusieurs années. Est-ce que ça va être Aaron Rodgers qui va être le meilleur QB de la Ligue? Probablement pas. Mais ça va être un QB top 10 dans la NFL. Je pense que quand un QB top 10... Ouais, c'est ça. Mais... Exact. Il y a des bas, mais comme tu as dit, c'est une jeune recrue encore. Exact. Pour moi, quand tu as un QB top 10 dans la NFL, tu le gardes à long terme. Pour moi, c'est clair. Même si ce n'est pas un All-Star, je pense que ça va être un excellent corps arrière. Puis c'est niaiseux, mais le retour d'Aaron Jones depuis 2 matchs, ça se fait sentir aussi, puis ça paraît. Je trouve qu'il amène une explosivité puis une présence dans le backfield qu'il n'y avait pas avec juste A.J. Dillon. 120 verges au sol dans ce match-là, ça paraît, ça donne du tempo, ça donne du rythme. Puis ça fait que la défensive n'a pas le choix de jouer aussi en fonction du fait que les Packers peuvent courir, que quand Aaron Jones n'est pas là, ben, tu as moins ce... J'aimerais t'arrêter un petit peu, de parler de l'attaque. Avant les unités spéciales puis que tu ventiles un peu, j'aimerais qu'on parle de la défensive. Ça veut dire quoi que le meilleur match depuis plusieurs semaines de la défensive, c'est quand Jair Alexander n'est pas là, qui est supposé être ta superstar en défense, ton vétéran. Oui, mais tu sais, pour moi, Jair Alexander, il a joué, je pense, 5 matchs dans l'année. Pour moi, il n'a pas été tant un facteur que ça. Jair Alexander, on va le dire, c'est le cornerback le mieux payé de la NFL au complet. Là. Pas juste c'est ton meilleur joueur. Le mieux, par contre? C'est ça. De la NFL au complet, c'est le cornerback le mieux payé. Ouais. Il a joué 5 matchs cette année, puis quand il a joué, il n'a pas été exceptionnel cette année. Est-ce que ceci amène cela? Peut-être, peut-être pas. Mais je pense que clairement, il faut plus regarder du côté des Vikings là, dans ce match-là. Hawkinson n'était pas là. Clairement, ils sont maganés à leur ligne offensive. Ils ont perdu un morceau la semaine passée. Il manquait un joueur de ligne offensive. Tu startais Hall, que c'est son 2e départ, que son premier départ qui était il y a 6-7 semaines, qui s'était fait tasser à la mi-temps pour Joshua Dobbs. Je trouve que oui, c'est le fun, les Packers ont juste donné 10 points,
mais je ne suis pas tant emballé que ça par la défensive parce que j'ai bien plus l'impression que c'est l'adversaire qui leur a permis de bien paraître comme ça. C'est plus mon malgré feeling. tout, une unité spéciale, encore une fois, qui, Ah! disons-le, n'ayons pas des mots, Aïe. extra point manqué encore. Encore. Et aussi, dans le fond, un botté non maîtrisé, il mène à un revirement et le seul touché du match des Vikings sur un court terrain. C'est ça. Puis, je ne veux pas oublier non plus un autre kick. Pour vous donner une idée, les ça a Packers presque failli, ça a presque failli parce que le retourneur, je ne me souviens même plus c'est quoi son nom, a demandé le fair catch trop tard. Puis le gars des Bears, il a rentré dans le retourneur. Il était à moins de 2 verges. Là. Il était à moins de 2 verges parce que quand le gars des Packers a signalé le fair catch, le gars des Bears avait déjà commencé son plaqué. Il était déjà comme en train de... Le fair catch, il faut que tu aies au moins 5 verges de distance avant de le exact. Peu importe qu'il ait commencé ou pas son plaqué, si tu as moins de 5 verges, il est trop tard. Dès que le gars est dans ta face, c'est fini. Le gars, il a montré la reprise, je pense, 20 fois. Puis pour vrai, ça passait proche qu'il y ait un fumble là-dessus aussi. Fait que, tu sais, fait que les unités spéciales, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment dommage. Mais c'est ça. Je suis un peu découragé. Je suis content. Très franchement, en début d'année, je voyais les Packers se battre pour une place en éliminatoire. Et on se ramasse où on a exactement la même situation que l'année passée, que c'est un win and in la dernière semaine. Est-ce que je suis tant en confiance pour la semaine prochaine que ça? On en reparlera tantôt. Qui pourrait venir gâcher la fête, Marc? Ben, les Bears. Les Bears qui jouent bien. Les Bears qui jouent bien, là, c'est ça, je veux dire. Je suis pas... Les Bears, vous voulez le voir en début de saison, pas maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Pas leur séquence de victoire, puis comment ils jouent en ce moment. Là, fait que c'est ça. Tant mieux, je suis quand même content parce que même si les Packers perdent la semaine prochaine, finissent à 8-9, je trouve qu'ils ont montré des belles choses. Je le répète, c'est l'équipe la plus jeune de la NFL. Je suis quand même content de la saison qu'ils ont eue, mais il y a quand même des choses qui restent à peaufiner dans l'entre-saison, là, clairement. On fera un post-mortem de nos équipes plus tard. Là, exact. Il reste encore du football à jouer. Fait que, je suis déjà dans le post-mortem, puis peut-être qu'ils vont faire les éliminatoires. C'est quand même fou. Tu sais, regarde, on va une étape à la fois. Oui, c'est ça. OK, on va voir ça. Donne-toi le temps de digérer aussi l'information, puis avoir tous les paramètres avant de prendre ton regard là-dessus. Mais là, maintenant, parlons des matchs en rafale. Et ce que j'ai mis dans la section en rafale la semaine passée, puis j'ai réécouté le podcast pour voir, c'est qu'on donnait plus notre opinion. Fait en rafale, avec un grain de sel. Parfait. C'est pas juste, en rafale, précipité. Avec un grain de sel. Tchou-tchou! Let's go! C'était mon jingle de la semaine. Même chose avec le beat de dualité en arrière. Puis ça va être excellent. On se met là-dessus. OK, c'est bon. Jeudi soir, les Jets affrontent les Browns. Et les Browns l'emportent 37-20. Joe Flacco, honnêtement, il sort de son sofa. Il est exceptionnel. Encore 300 verges, encore 3 touchés. Bravo aux Browns. Il y a plein d'équipes qui cherchent un corps arrière cette année. Bravo aux Browns d'avoir eu le culot de l'appeler et de dire « Hey, let's go ». C'est un ancien rival de division avec les Ravens. C'est un gars que tu n'as pas aimé pendant plein d'années puis tu as eu le culot de dire « Hey, on a besoin de toi, let's go ». Bravo à eux. Les Browns vont être des éliminatoires. Puis pour vrai, s'il y a une équipe qu'on ne veut pas affronter en éliminatoire dans la AFC, c'est bien les Browns. Je regarde les gagnants de division. Là. Tu sais, ça risque d'être le gagnant de la division de la South, là, de la AFC South, que ce soit Jaguars, Colts ou Texans. Je suis aucunement confiant si je suis une de ces 3 équipes-là de recevoir les Browns chez nous. Là. C'est l'équipe que tu ne veux pas voir avec les gens. La meilleure défensive de la Ligue. On en parlera tantôt, mais c'est peut-être l'équipe qui peut battre les Ravens aussi dans la AFC. Mais moi, je te l'ai dit la semaine passée, puis je le réitère, ça va être du net picking. L'équipe qui bat les Ravens, c'est l'équipe de la AFC North. Il n'y en a aucune autre que je vois compétitionner contre eux. Clairement. Les Browns peuvent battre. La manière qu'ils jouent, ils peuvent battre les Ravens. Peu importe, c'est pas un match donné. Je ne dis pas qu'ils ont l'avantage. Mais juste si une équipe... ils sont en prendre très au sérieux. Ça, Ils sont en prendre très au sérieux. Là, maintenant, parlons du match Lyon-Cowboys. Les Cowboys l'emportent 20-19 dans une fin de match complètement rocambolesque. Exact. Donc, j'en parlais tantôt. Les 2 dernières minutes, j'ai regardé l'intégrale sans accélérer 3 fois de cette fin de match-là pour comprendre tout ce qui s'était passé. Fin de match exceptionnelle, honnêtement. C'est 2 équipes. C'est pas pour rien que ces 2 équipes qui sont au top de la NFC. C'est 2 excellentes équipes. La défensive des Lions s'est présentée dans ce match-là. 2 équipes qu'on respecte énormément depuis longtemps. Oui, exact. Si vous écoutez le podcast depuis plusieurs semaines, vous savez, puis même depuis l'année passée, vous savez à quel point on respecte les Lions et les Cowboys. C'est 2 bonnes équipes. Il faut parler de la pénalité. On s'est obstiné toute la semaine là-dessus. Toute la semaine depuis que le match. Mais je pense que tu n'as pas compris mon point. J'aimerais dire l'information. Vas-y. C'est que ce qu'on sait, il y a plusieurs options, plusieurs choses qui se passent.
Par exemple, je tiens à faire le topo, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, les Lions inscrivent un touché et là, ils ont une chance de créer l'égalité avec un extra point ou de gagner le match avec un 2 converti de points. 2 points. Voilà. Et là, ils décident d'aller avec le converti de 2 points. À ce moment-là, ce qu'on sait, Ouais. c'est que Dan Campbell, l'entraîneur-chef, avait un jeu planifié. Il voulait que le numéro 68 se report éligible. C'est, dans le fond, le garde à gauche. Un joueur Puis, de dans le fond, ligne. il voulait qu'il soit éligible. Il avait averti les arbitres d'avance pour dire à un moment dans le match, il va se mettre C'est ça qui va éligible. arriver. C'est ça qui va arriver. Ça va être 70 tout le long du match, mais à la fin, il y aura un jeu qui est dans Ça l'idée va de être jeu qui s'est 68. planifié. Ça va être soit 68, pas 70. Les arbitres étaient prévus d'avance. On voit même à la reprise vidéo Jared Goff qui envoie numéro 108 voir l'arbitre. Pour être éligible, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin d'être en face de l'arbitre. Tout ce que tu as à faire, même des fois, il y en a qui sont sur la ligne d'engagement. Ce que tu as à faire, c'est un geste. Ils font un signe, ou est-ce que là, les gens dans la vidéo sur YouTube vont le voir. Avec leurs mains, ils se flattent les numéros sur le chest. C'est pas gracieux, mais c'est littéralement c'est ça le geste. De haut en bas, ils se flattent, ils font le geste 2-3 fois, ils regardent l'arbitre, puis l'arbitre signale. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'arbitre qui est, dans le fond, aux communications, dit dans le stade, dans le fond, il dit comme number 68 report eligible. Dans le fond, tout le monde l'entendrait. Ouais. Le problème, c'est que ça, c'était la séquence planifiée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 joueurs des Lions qui sont allés voir l'arbitre. Numéro 108, 110, puis un autre que j'ai oublié le numéro qui n'est pas important, qui n'est pas impliqué dans le drame. Ce qui se passe, c'est que le numéro 68 fait le geste de la main. Le problème, c'est que l'arbitre est en mouvement, il n'est pas là concentré, il a l'air de regarder un autre arbitre. Et là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que le numéro 108 report eligible. L'arbitre ne le voit pas. Il voit le numéro 110 marcher en sa direction. Il pense que c'est comme tout le reste du match, le même numéro qui est appelé. Ouais. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que lui communique dans le fond, à l'arbitre, dans le fond, qui est responsable aux communications. Et on entend clairement dans le stade que le numéro 70 et non 68 report eligible. Alors là, il y aurait quelqu'un sous le banc des Lions qui aurait dû écouter, ou n'importe quel coach qui a un headset qui aurait dû comprendre que dans le stade, ce qui a été appelé, c'est le numéro 70. Donc, il y a bel et bien erreur de l'arbitre sur le carrelage. Par contre, il n'y a pas erreur sur la pénalité appelée. Non, c'est ça. Parce que, à cause que ça a été annoncé à l'autre équipe, ils ne peuvent pas d'un coup dire « Ah, c'est l'autre, finalement, ça fonctionne. » Non, c'est ça, parce que, exact. Dans ce genre de situation-là, il ne peut pas avoir de redo. Une erreur d'arbitrage, c'est juste « my bad ». Jared Goff l'a bien expliqué en entrevue, c'est les arbitres ont fait une erreur, mais c'est pas grave, ça arrive souvent dans les matchs. L'erreur est humaine, c'est juste plate que ça arrive à ce moment-là. Enfin, dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Il y a plein d'affaires de comment regarder ça à gauche puis à droite. Puis en plus, on peut même voir Ryan Clark à la télévision là, qui a fait une super bonne analyse de la formation. Puis dans le fond, il dit la formation numéro 70 qui c'est report eligible qui a été annoncée. Il est à un endroit où il n'a pas le droit d'être eligible parce qu'il y a un autre joueur de ligne à sa droite. Ouais, en plus, il faut que si tu peux être éligible, il faut que tu sois le dernier sur ta ligne. Il y en a un autre qui est à sa droite. Fait que le numéro 70, techniquement, n'aurait même pas pu être éligible avec la formation que tu es appelée. Le problème, c'est que la pénalité, ce n'est pas formation inéligible, qui n'est pas éligible. Illégale, ouais, c'est formation illégale n'a pas été appelée. La pénalité arrive genre 30 secondes après le jeu. Après, oui, c'est 30 ça. 30 à 1 minute, c'est long là, avant qu'il appelle. C'est long les parce arbitres se concertent, ils valident qui a été appelé éligible. Pour vrai, les Lions, ils ont célébré longtemps là, avant que ce soit calé. Dak Prescott a eu sa phase de fusqué de genre la personne qui a pas eu le cadeau de Noël qui voulait, là, il a déballé de quoi, genre voulait une PlayStation puis une Xbox. Là. Genre, il y avait la face avec la bouche ouverte, ça a été long, tout le monde. Les Cowboys savaient qu'ils perdaient, les Lions étaient genre on vient de gagner, c'était long. Mais la chose qui devait être appelée, ça a été la bonne affaire. Mais cette fin de match-là démontre à quel point ces deux équipes-là sont compétitives. Ils ont des gosses, ils ont des couilles. Il y a eu un meme que j'ai vu où est-ce que tu dis Dan Campbell pour la 3e fois qu'il va pour 2 points. Puis là, il tient une brouette avec ses 2 couilles, genre déposées dans la brouette. Moi, je veux revenir là-dessus. On parle de couilles, mais. Vas-y, mais juste. Moi, je parle de la pénalité seulement. Tu parles du reste après. Exact. Mais la pénalité, c'est l'affaire qui me gosse là-dedans. Puis c'est ça que je voulais te dire par message texte, mais c'est le problème avec l'arbitre. L'arbitre, il dit oh non, 70 c'est report eligible. Ils ont passé à 108, que jamais report eligible. L'arbitre n'avoue pas son erreur. Dans la MLB, il avoue les erreurs. Oui, il y a un gars qui a eu un match parfait, qui était une erreur d'arbitrage. L'arbitre, en entrevue le lendemain, il pleurait l'arbitre. L'arbitre sentait mal. Pourquoi la NFL est prête à admettre ses erreurs? C'est ça qui me gosse là-dedans. C'est clairement une erreur d'arbitrage. À la reprise d'eau, tu vois 108 faire le geste du chest. 110, jamais est assez proche de l'arbitre puis il fait le geste pour être éligible. Fait que c'est ça qui me gosse. C'est l'arbitre qui dit ah, on a merdé.
mais on s'excuse, avec ce qui puis a ouais, été c'est appelé ça. dans le stade, les autres auraient dû comprendre Oui, que c'est pas ça qui se c'est passe. ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de mécanismes là-dedans, mais c'est ça qui me gosse, c'est que les arbitres sont comme: «Non, non, c'est ça qui s'est passé. Hey, on sait que c'est pas ça qui s'est passé. Ouais, ouais, Mande ou ouais. pas». Fait que c'est ça qui me gosse là-dedans, c'est que l'arbitre fait juste avouer ton erreur, on change pas l'issue du match, c'est pas un truc qui est reviewable, mais à ce moment-là, il y a une erreur d'appeler sur le joueur éligible, Oui, puis c'est clairement, c'est une ouais, erreur ouais. d'arbitrage, mais le call, la pénalité était bien Mmh. callée à cause de l'annonce qui était faite dans le stade. Ouais. Tu sais, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que tout le monde parle de la pénalité, puis je comprends là, que c'est que c'est très, très louche tout ça, puis je comprends que c'est. Il y a plein de choses qui sont pas claires. Comme tu l'as très bien expliqué, je ne veux pas rentrer. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'à un moment donné, je comprends que toute la semaine, tu l'as préparé ton jeu là, pour le 2 points en fin de match en disant on va y aller pour 2. Mais à partir du moment où il y a une pénalité, là, tu n'as pas d'affaire à y aller pour 2 points après ça. C'est plate, puis c'est la stricte vérité que on peut blâmer les arbitres, mais à partir du moment où les arbitres cassent cette pénalité-là, la seule personne qui est à blâmer, c'est le coach d'y aller encore pour 2 points. T'as pas de. Tu sais, de un, ton attaque n'a plus nécessairement le cœur de refaire un autre jeu parce que Le ton drop jeu prévu, d'intensité, ouais, l'adrénaline qui vient c'est de se ça. relâcher, Tout le tu monde viens le de vient de célébrer. C'est festoyer, ça. là. Ouais, Puis ouais. comme on dit, c'est que tu n'as pas festoyé 2 secondes, puis tu as vu le flag à terre, puis tu as fait fuck, ça n'a pas marché. Tu as festoyé pendant 45 secondes. Puis là, après ce 45 secondes-là, tu es super fâché après les arbitres. Tu n'es pas mentalement prêt à aller exécuter un autre jeu pour aller chercher 2 points. Va chercher ton point. Prends la pause du début de la prolongation pour calmer les ardeurs de tout le monde, puis va gagner le match en prolongation. Puis non seulement il ne fait pas le 1 point, tu as un flag de Dallas, tu as encore le temps d'y penser, puis tu y vas encore pour 2 points. Je trouve qu'on ne parle pas assez de cette décision-là du coach Campbell de dire 2 fois plutôt qu'une, il y a l'occasion d'y aller pour 1. Tu y vas pas. Je ne questionne pas du tout. Le jeu de départ, je respecte complètement cette décision-là. Il y a plusieurs équipes qui le font en Oui, saison. Tu sais, que il y a tu beaucoup, dis, beaucoup j'ai d'équipes plus là, de. qui font Ma ça. probabilité de réussir un jeu est plus grande que de gagner en prolongation parce qu'il y a le flip qui influence. C'est moi qui. Le coin, c'est moi qui va à la première séquence, whatever. Une erreur d'affectation, Exactement, c'est un ça. splash Je play. comprends que tu as plus de chances de gagner le match sur un jeu que sur toute la prolongation. Ça, je le comprends, je le respecte. Mais après la pénalité, tu n'as pas d'affaire à tenter. Je trouve que c'est plus de l'entêtement que d'autres choses Ouais. que d'y aller Puis, pour 2. juste deux aspects. Premier, pour répondre ou juste confirmer ce que tu as dit, Mhm. c'est t'en parles souvent de ça. L'année passée, quand les Ravens allaient pour 2 points puis ont perdu contre les Steelers, Brock Andrews qui drop sa passe. Tu sais, genre, toi, tu te dis non, on va prendre ton point. Mais tu sais, je pense Ouais. qu'il y a certaines équipes que leur identité, c'est d'aller le Oui, gagner. c'est ça. Les Cards l'ont fait contre les Chargers l'année passée aussi. Mhm. Tu sais, le match où mon frère était dans le stade. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de moments où est-ce que des équipes ont fait ça, puis je peux vivre avec la décision, mais c'est le fait que l'adrénaline redrop, c'est pas le bon moment, c'est C'est pas le ça, bon timing, exact. le C'est monde n'est ça. pas concentré, c'est que ton jeu planifié, que tu as eu Il est avec mort, les là. arbitres, C'est il est ça. mort ce jeu-là. Tu avais ton Oui, jeu, c'est ça. tu l'as pu, mais l'autre aspect, c'est, je veux pas rentrer dans la théorie des complots d'arbitres ou d'affaires qui sont payés, parce que Dallas aussi, donc la semaine passée, Micah Parsons, en entrevue, a dit les arbitres nous aiment pas, on dirait. Une décision controversée d'un arbitre en fin de match qui a fait que les Dallas a perdu contre les Ah ouais. Dolphins 22-20. Là, c'est la semaine d'après, c'est toi qui es favorisé. Ça va d'un bord puis de l'autre. La saison dure 17 matchs. Il Il y est en arrivé aura la même plein. chose aux Eagles plus tôt dans la saison. Tout le monde disait les arbitres Exactement. sont du bord des Eagles, puis à un moment donné, il y a eu un mauvais call À du bord des chaque Eagles. semaine, il y Ils a un sont meme sur juste les pas pages. bons partout, là. C'est ça. Comme. Il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage. Puis Ouais. l'affaire on va en revenir, c'est que l'arbitrage, malheureusement, cette saison, est un facteur. Des fois, ça nuit à ton équipe. Des fois, ça l'avantage ton équipe. Puis malheureusement, il y en a beaucoup. Comme la passe des Steelers, qui était clairement une passe en arrière, fumble, ramenée pour un toucher, qui n'a jamais été callé, qui était juste passée Ouais. incomplète. Il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage. Le safety contre les Browns qui aurait dû être callé, qui n'a pas été callé un safety. Ouais. Oh, Tu sais, ouais. genre, ultimement, là, il y a Mhm. plein d'erreurs comme ça d'arbitrage durant toute la saison qui favorisent ton club ou pas. Puis tu vis des hauts et des bas. Puis c'est ça, la NFL, on est passionné. Mais pour cette situation-là, les arbitres ont calé la bonne pénalité au bon Ouais. moment, mais ils n'ont pas fait la bonne annonce parce que Exactement. l'arbitre Voilà. n'était pas Oui. concentré. C'est ça. Puis c'est une erreur d'exécution. Tu sais, 70 n'a jamais rapport à aller vers l'arbitre. Non, c'est ça. L'autre Même dude n'a jamais rapport l'autre à aller double vers non plus, c'est l'arbitre. ça. Essaie de rendre ça le plus clair possible. Il l'annonce à tout le monde. Là, c'est comme une Ouais. stratégie pour dire j'espère que les Cowboys ne vont pas écouter parce qu'ils se parlent, mais ils vont juste voir comme Ouais. les autres.
sais, genre, là, c'est une erreur peut-être d'exécution. On ne veut pas en parler, mais moi, je trouve juste que ce match-là, les deux équipes sont extrêmement compétitives, puis ils vont être électrisantes à aller voir en Ouais. playoff. Oh, ouais, vraiment, Fait vraiment. que Oh, moi, ouais. rendu là, c'est ça que je veux dire par rapport à Ouais. ça. Pas vu le Ça, reste ça du fait le match, tour. mais ce score-là est impressionnant. Ouais. 20-19. Les attaques ont Voilà. bien marché. Les defs ont Ouais. été là. Ça joue à vraiment à pas Pas grand-chose. grand-chose, là. Ouais. C'était la section en rafale. On va enchaîner. Non, mais je voulais en parler de Oui, c'est ce. important Ça d'en fait couler parler beaucoup parce que d'encre, c'est. puis Oui. c'est ça. Fait que je vais en parler de la bonne façon. Là, Oui. fait que pour le Voilà. peu de gens qui nous écoutent, là, j'espère au moins que ça va vous calmer. Puis vous n'allez pas Puis dans. vous éclairer un peu sur les circonstances de la chose. Exact. C'est ça l'important Oui. de ce qu'on fait en ce moment. Sinon, maintenant, pour la suite de la section en rafale, on va terminer ça avec les Dolphins et les Ravens qui gagnent. Les Ravens l'emportent 56-19 contre les Dolphins. Oui, vous avez bien entendu, 56-19. C'était un match pour le sommet de la AFC. C'est débile mental, ce score-là. Probablement que Lamar vient de sécuriser le titre de MVP de la saison juste grâce à ce match-là. Tu sais, on s'entend là, avec tout ce qu'il a fait, mais je pense que ce match-là, c'est vraiment le statement de sa saison. Quel dégelé des Dolphins, ça va être difficile pour eux de se remettre de ce match-là, je pense. Très franchement, les Ravens sont très, très, très difficilement battables. Surtout qu'ils vont être reposés et ils vont jouer à domicile. Ça va être difficile de les battre cette année. Ça va être crève-cœur pour les fans des Dolphins d'avoir un début d'année historique puis de terminer la saison comme ça. Parce que Vraiment. je vois pas les Dolphins battre ni les Ravens. Si les Bills se classent, je ne vois pas battre les Bills, je ne vois pas battre les Browns. Il y a beaucoup d'équipes que je ne les vois pas battre. Non. Puis, Ouais. c'est dommage parce qu'ils ont un début de saison historique, mais comme leur coach a dit, Mike McDaniels a dit je m'en fous du input après 5 weeks, je veux se rendre le plus loin possible. Ouais. Puis tu vois qu'ils sont encore en progression, mais ils ont tous les éléments pour bien performer. Mais c'est la défensive, il reste de quoi corriger. Là. Je sais pas quoi, mais la défensive, je pense qu'il faut que tu aies un Jalen Ramsey en santé. Tu n'es pas Eli Apple qui ça fait plusieurs années là, qui est la risée des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, dommage. Maintenant, on continue la section en rafale avec les Bills qui l'emportent 27-21 contre les Patriots. Les Bills font le travail, donnent une chance de gagner leur division la semaine prochaine. La défensive, 3 sacs, 3 interceptions, une échappée recouverte, un touché défensif. La défensive des Bills a tout fait dans ce match-là. Espérons qu'ils en ont gardé un peu pour la semaine prochaine contre les Dolphins. Mais contre la def des Patriots, c'est sûr que c'est dur aussi à être prolifique. Fait oui, exact. Ça ne veut rien dire contre l'attaque. Non. Des niveaux de division contre une des très bonnes défensives. Pour moi, le score, c'est pour ça que je n'ai même pas parlé du score. Pour moi, c'est vraiment la défensive qui est impressionnante. Je ne suis aucunement inquiet de l'attaque des Bills. C'est ça. Les Texans qui l'emportent 26-3 contre les Titans. Grosse performance des Texans dans un must-win pour les Texans. Contrairement aux Falcons qu'on parlait tantôt qui ne sont pas présentés dans un must-win, eux sont présentés. Retour de Stroud a été profitable, mais c'est vraiment leur défensive qui a été très, très solide. Ils ont donné juste 187 verges totales aux Titans. Grosse performance. Les Colts qui l'emportent 23-20 contre les Raiders. Match super serré. Les Raiders arrivent à court malgré qu'ils ont dominé la deuxième mi-temps de ce match-là. Les Colts gardent espoir de gagner leur division malgré plusieurs blessures à des positions clés cette année. La prochaine défaite fait mal, 300 000 de moins dans les poches du propriétaire des Panthers pour avoir lancé une bière sur un partisan, n'ayons pas peur des mots. Donc, garde ton calme, tu es un milliardaire, lance pas une bière sur un fan. Mais les Jaguars qui l'emportent de manière très convaincante, 26-0 contre les Panthers. Ça reste, oui, c'est juste les Panthers, mais pour les Jaguars, c'est une victoire qui est très rassurante parce qu'après 4 défaites de suite, tu vas gagner un match et par blanchissage en plus, c'était important. Puis tu jouais sans Trevor Lawrence en plus. Défensive des Jags super dominante, 124 verges totales aux Panthers. Puis il ne faut pas oublier que les Panthers ils avaient traversé les Packers la semaine passée. Il y avait eu genre 400 verges. Fait que c'est une grosse performance des Jaguars qui en avaient besoin. Les Rams l'emportent 26-25 contre les Giants. Ouais, puis les Rams s'en sortent bien parce que c'est un match vraiment serré. J'ai vu la fin de ce match-là. Les Giants ont marqué un touché, il restait genre 20 secondes au match. Puis, un peu comme les Lions, ils ont décidé d'y aller pour 2 points pour gagner le match tout de suite. Saquon Barkley était complètement tout seul. Puis, il a droppé le ballon. Là. Il était complètement tout seul. Oh, il y avait la passe. La passe était un peu derrière lui, fait qu'il a fallu qu'il se retourne. Puis il a droppé le ballon, mais s'il attrapait ce ballon-là, il était tout seul dans la zone de but, puis les Giants gagnaient ce match-là. Fait que les Rams vont participer aux éliminatoires grâce à cette victoire-là, mais ils s'en sortent vraiment de justesse. J'en parlais, mais les Cardinals sont à prendre au sérieux à chaque semaine. Ils n'ont pas une bonne fiche,
Mais quand tu as leur starter, ils peuvent faire des dommages et ils ont fait des dommages 35-31 contre les Eagles. Mais tu sais, surtout, il fallait que les Eagles s'en méfient, surtout avec leur entraîneur qui est Rich Gannon, qui était l'ancien coordonnateur des Eagles l'année passée. Tout le monde est motivé pour ce match-là du côté des Cards. Clairement, la défensive des Eagles en ce moment n'est pas au beau fixe en cette fin de saison-ci. C'est pas compliqué, j'ai fait le calcul. Lors de leurs 6 derniers matchs, ils ont accordé 31,5 points en moyenne par match. Énorme. C'est énorme, le 31,5 points par match. Puis tu arrives en fin de saison avec cette défensive-là. C'est très, très inquiétant pour une équipe qui se veut prétendante au Super Bowl. Très franchement, je regarde le portrait dans la nation, on y arrivera tantôt. J'ai la difficulté à voir comment les Eagles peuvent peut-être même gagner un seul match là, en ce moment. C'est très difficile, malheureusement, pour eux. Puis Ouais. avec tout le high qu'ils ont vécu la saison passée, puis en début de saison cette année, Ouais. je leur souhaite qu'ils se replacent pour les playoffs. Mais ça va falloir plus que juste un bon moral. L'attaque, ça va, c'est vraiment la défensive que ça ne fonctionne pas. Jeune défensive, ils ont laissé aller beaucoup d'éléments aussi. Absolument. Ils ont des jeunes recrues aussi là, qui n'ont pas vécu la défaite du Super Bowl. Là. Parce qu'ils croient juste comme ça va être facile. Mais non. Les Saints s'emportent 23-13 contre les Buccaneers. Puis, tu sais, ça finit 23-13, mais le score est plus serré que ce que le match a eu l'air. Ça a été complètement un massacre là, en règle des Saints. C'est-tu 20-0 à un moment donné? C'était 20-0 quatrième quart. C'était 20-0 quatrième quart. Tampa Bay a inscrit des points dans le garbage time. Puis cette victoire-là des Saints nous amène à un suspense pour la dernière semaine pour le titre de la pire division de la NFL. J'ai hâte qu'on s'en reparle. C'est un thriller, ça. C'est un thriller. Les 49ers l'emportent 27-10 contre les Commanders. Belle performance de San Francisco après leur défaite de la semaine passée. Assure son premier rang dans la NFC. Petite inquiétude, McCaffrey a été blessé. Il ne sera pas là la semaine prochaine, mais il y a quand même 3 semaines de repos pour se remettre. Il devrait être à son poste dans 3 semaines. Mais c'est une petite frousse là, pour les 49ers. Les Steelers l'emportent 30-23 contre les Seahawks. 468 verges total d'attaque des Steelers. Oui, vous avez bienvenu. Mason Rudolph partant la semaine prochaine et j'espère qu'il sera le partant l'année prochaine aussi. J'espère que ça a ouvert les yeux à tout le monde. C'est le gars de la situation à Pittsburgh. J'ai rien contre Kenny Pickett, mais en ce moment, c'est clairement Mason Rudolph. Puis moi, en fait, qui roll with him, là. Let's go. Je vais être franc avec toi. En fait, juste deux choses, c'est que j'ai vu la fin du match, puis j'ai pas vu le début, fait que je ne vais pas trop en parler. Mais deux choses importantes par rapport aux Steelers à considérer, c'est que ils ont marqué 34 points la semaine passée. Là, il en a marqué 30, mais Najee Harris a glissé au lieu de marquer le toucher. Il aurait pu marquer son troisième toucher du match. Donc, techniquement, les Steelers, c'est pas un 20, c'est pas un 30-23, c'est comme à considérer comme un 37-23. C'était fait, ils ont juste voulu, tu sais, on finit le match. Juste il a été classe, là, Najee. On s'est même texté à ce moment-là. On s'est même dit, il a été classé, il a pensé à l'équipe avant ses stats. Exact. Puis tu vois que c'est un gars qui a vraiment l'équipe à fond, puis il joue pour les bonnes raisons parce qu'il aurait pu envoyer la def sur le terrain, quelqu'un se blesse ou des jeux par rapport. Là, non. Même si on gagnait le match, peu importe, même si l'histoire qui marque un autre touché, on va risquer, on finit le match maintenant. Gros move de la part de Najee Harris. Pour vrai, là, il a gagné le respect de beaucoup de coéquipiers en faisant ça. Puis, deuxième chose, c'est ça, c'est que Mason Rudolph, la différence avec Pickett, c'est le timing. Je t'en parle depuis longtemps. La passe en vrai de Pickett arrive trop en retard. Pickett va gagner à moins jouer en début de carrière, peut être sur le banc un peu. Absolument. Comme Jordan Love, que sa première vraie saison, c'est à sa 3e année. 5e. Là, il a été mis 5e, excuse-moi. Il y a 4 ans déjà. Il a backé 4 ans. Il a backé 4 ans, Aaron Rodgers. OK, 5e. Tu vois que là, ça performe, mais tu sais, Pickett, ça se peut qu'il soit bon, mais l'histoire nous prouve que les corps arrière, quand tu mets trop tôt dans la mêlée, il va se passer deux choses. Soit ils vont crouler sous la pression, ils ne sont pas prêts, puis dans le fond, leur carrière est finie avant même qu'ils aient un deuxième contrat, ou ils sont trop souvent rapidement blessés parce qu'ils sont plus jeunes, peut-être le corps est moins mature, puis tu arrives contre des dudes là, qui sont musclés, qui sont bâtis, puis qui ont du millage, puis ils te blessent, puis c'est ce qui s'est passé avec Richardson cette année, c'est ce qui s'est passé avec Brock Purdy l'année passée, c'est ce qui s'est passé avec Pickett. Il y a tellement de jeunes corps qui se blessent ou que s'ils toffent la saison, c'est pas fameux, puis ils sont tassés. Justin Fields, il a joué trop tôt, puis on parle encore de lui, on est sûr, on n'est-tu pas sûr. C'est ça. Le mec qui joue en ce moment, oublie le 2 ans, là. Puis toi, ce qui se passe cette année, puis avec Mason Rudolph, la pause de 2 ans fait du bien parce que lui, il a eu son temps pour s'adapter, pour progresser. Pour voir le jeu des lignes de côté. Le 3 ans, quand il a starté à la place de Big Ben, il était pas bon. Non, c'est mais ça. Il était encore jeune à son premier contrat. Là, il est à son deuxième contrat. Il a plus de millage. Il comprend plus les jeux de la NFL. Puis son timing est on point. Il gère bien l'attaque. Le jeu au sol profite bien de l'attaque aérienne, profite bien. Quand il faut un troisième et 7, il passe à Pickens, il fait des gros catchs. Pour vrai,
Mason Rudolph, il doit continuer jusqu'à la fin de la saison. Puis saison prochaine, on verra. Mais moi, je signerais lui comme partant, puis Pickett comme deuxième, qu'un jour va prendre la relève. Puis genre faire une saine compétition pour garder tout le monde motivé. Mais genre, il joue extrêmement bien. Rudolph fait 2 semaines de suite qu'il joue extrêmement bien. Puis les Steelers n'ont pas marqué 30 points. Là. J'en parlais la semaine passée depuis 2 ans. Puis ça fait 2 semaines de suite qu'ils marquent 30 points. Ça. Puis ils ont le plus grand nombre de verges total dans un match de la saison. Ouais. Fait ça fait des années qu'il n'y avait pas eu en haut de 400 verges. Fait moi, je suis vraiment emballé pour la semaine prochaine, on en parlera. Mais on va voir les Steelers avec la défensive élite qu'ils ont, puis avec l'attaque qui clique. J'ai hâte de voir contre les Ravens, qu'on considère comme la meilleure équipe de la AFC. On va voir c'est quoi que les Ravens gardent comme projet pour les Steelers. Ça va être un match vraiment spectaculaire à ne pas manquer la semaine prochaine. Ouais. Maintenant, sinon, les Broncos l'emportent 16-9 contre les Chargers. Ben, c'est un duel entre 2 équipes qui vont avoir beaucoup de questions à se poser dans l'entre-saison. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Les Chiefs l'emportent 25-17 contre les Bengals. Ben, les Chiefs, avec cette victoire-là, remportent leur division pour une 9e saison consécutive. C'est exceptionnel. C'est probablement l'année où ils sont le moins convaincants de ces 9 années-là, mais ils sont là malgré tout. Ça fait plein d'années qu'on dit que leur division est plus compétitive que jamais, puis malgré tout, ils arrivent au sommet. Fait que bravo à eux. Puis ils éliminent les Bengals. C'était pas un adversaire facile, là, les Bengals. Ils arrivaient là, les Bengals voulaient participer aux éliminatoires. Puis bravo aux Bengals, malgré tout, qui ont été dans la course jusqu'à l'avant-dernière semaine, malgré des blessures partout à des postes clés. Fait que bravo aux Chiefs. Et maintenant, on arrive au classement. Parce que dans le fond, on a fini les matchs de la semaine 17. Donc là, dans le fond, on va regarder le classement d'abord avant tout de la AFC. Les meneurs de division, pour l'instant, on a les Ravens au sommet. Donc, eux, c'est garanti le bye. Ensuite, les meneurs de division, on a les Dolphins, les Chiefs et les Jaguars. Les Dolphins à 11-5, les Chiefs à 10-6 et Jacksonville à 9-7. Il faut faire attention parce que dans les wildcards, il y a les Browns à 11-5, les Bills à 10-6. S'ils gagnent contre les Dolphins, ils s'assurent du titre de division. Donc, les Bills pourraient déclasser les Dolphins. Et les Jaguars à 9-7 sont à triple égalité dans leur division avec les Colts et les Texans. Donc, il y a un scénario où les Jaguars ne font pas les playoffs. Il y a un scénario où s'ils gagnent leur match, ils sont maîtres de leur division. Puis s'ils perdent le match, ça dépend des autres équipes, qu'est-ce qui se passe. Donc, t'espères d'être motivé pour la semaine qui s'en vient, les Jaguars. Parce qu'il faut faire attention parce que en ce moment, déclassés, les Texans et les Steelers sont encore dans la course à 9-7. Mais même si tout le monde gagne, il y a une équipe à 10-7 qui ne fera pas les éliminatoires comme on s'en parle depuis un petit moment déjà. Oui, ça c'est possible. Maintenant, pour la NFC, on va regarder ça. Les 49ers se sont assurés d'avoir le bye à 12-4. Ensuite, s'ensuit Cowboys et Lions, les deux à 11-5. C'était les deux équipes qui se sont affrontées à pas grand-chose. Les Lions auraient pu avoir la deuxième place et être en liste pour... C'est un résultat qui est d'autant plus fâchant pour Détroit parce que c'est un résultat important. Parce qu'entre finir deuxième et finir troisième, entre être deuxième et troisième dans la conférence, ça a quand même une grosse influence là, en éliminatoire. Fait que tout le monde gagne leur première semaine, les Lions visitent les Cowboys au lieu de les recevoir. Ça fait une différence quand même. Ensuite, les Buccaneers mènent leur division pour l'instant, mais il n'y a absolument rien de garanti. Non. Les Eagles et les Rams sont en wildcard pour l'instant. Les Eagles à 11-5, quand je dis pour l'instant, c'est qu'ils peuvent toujours gagner leur division. Les Rams à 9-7 sont assurés d'une place en éliminatoire, mais ne pourront pas gagner leur division, qui est détenue par les 49ers. Dans la course, en ce moment, on a les Packers qui sont les premiers wildcards à 8-8. Ensuite, à triple égalité, Seahawks et Saints à 8-8. Donc, merci aux Steelers d'avoir battu les Seahawks, Marc. Je t'ai texté. Un gros merci. Ça change complètement la donne. Ça me fait plaisir. Oui, c'est ça. littéralement. Oui. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, triple égalité. Donc, si les Packers l'emportent la semaine prochaine, ils sont in. S'ils sont out, il faut que les Seahawks et les Saints perdent. Sinon, c'est fini pour eux. Est-ce que les Bears vont gâcher la fête? On ne sait pas. Mais, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que les Saints, rien n'est fini pour eux parce qu'ils peuvent quand même espérer pas juste être en wildcard, mais aussi gagner leur division contre les Buccaneers. Donc, c'est quand même une double motivation pour les Saints qui ne sont pas si mauvais qu'on pense. Non. Hein, Julien? Moi, je tiens quand même à dire, je n'ai pas l'extrait, mais Julien avait prédit que c'est les Panthers qui allaient gagner cette division-là cette année.
T'as pas l'extrait pour une raison, parce que cet extrait n'existe pas. C'est supprimé. Hein? Donc, non, mais j'ai dit, ça a été la déroute des Panthers, Ouais, carrément. Il y a clairement. tous les Clairement. éléments, mais la sauce n'est pas pogné. Non, non. Je pense que Frank n'était pas right dans ses décisions. Mais tu sais, ça part du propriétaire. Là. Ça part d'en haut aussi. C'est une équipe Ouais, tout ça part croche. d'en haut, puis la bière d'en bas. Donc voilà, donc c'est ça. J'arrête pas avec mes petites flèches. Voilà. Là. Je me sens comme un tireur à l'arc. Oui, juste vous dire que là, Julien a un peu parlé des équipes. Puis là, en parlant des matchs de la semaine prochaine, on va parler des scénarios, de comment chaque équipe peut se classer. J'ai parlé des possibilités, Oui, mais c'est j'ai pas ça. dit Non, trop c'est ça. comment ça Oui, peut arriver. exact. Donc, au fur et à mesure, c'est ça, c'est qu'on dirait que le premier match, c'est le plus important pour les autres équipes qui jouent pas. Oui, c'est ça, oui. Fait que dans le fond, tant mieux là, pour les autres équipes. Mais la semaine 18 commence samedi, donc jeudi, on n'aura pas de match, malheureusement. Non. Parce que comme c'est, dans le fond, la fin de saison, souvent, puis là, c'est pas le cas, il y a beaucoup de... J'aime pas la NFL quand ils font ça. Là. Normalement, les matchs sont toujours interdivision et en plus, ils sont en même temps. Là, il y a beaucoup d'équipes que ça peut jouer, comme Jaguars ne joue pas en même temps que Colts Texans. J'aime pas ça. Mais d'un autre côté, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Je vais l'expliquer tantôt, mais ça ne change pas grand-chose. Ça change quelque chose pour les Bills aussi. Dépendamment s'ils font nul ou qui gagne. Puis, fait que, OK, là tu as parlé de nul. Là, dans tous les scénarios qu'on va faire, je ne parlerai pas de match nul. OK? Je comprends qu'il y a d'autres scénarios avec les nuls, là, mais là, c'est parce que si on rentrait là-dedans, ça finirait on va plus. commencer. Fait que je ne prendrai pas en considération les matchs nuls. OK? Moi, je te prends en considération. Merci. Moi aussi. C'est dit. Je te considère. Les Steelers jouent contre les Ravens samedi 4h30. Marc, parle-nous de ça. Ça va être intéressant de voir, premièrement, est-ce que les Ravens vont reposer leur partant ou non. J'ai vu aucune information à ce sujet-là, qu'est-ce que les Ravens comptaient faire. Moi, mon feeling, c'est qu'ils vont starter leur partant, puis à la mi-temps, ils vont mettre leur sub. Fait que je pense que si les Steelers sont capables d'être dans le coup à la mi-temps, ils ont une chance réaliste de gagner le match en deuxième demi. C'est mon feeling. Je n'ai pas d'infos privilégiées là-dessus. C'est mon feeling. Les Ravens sont déjà sûrs du bye et de finir premier, fait qu'ils n'ont aucun intérêt à jouer ce match-là, à part pour faire chier les Steelers, c'est des rivaux de division. Mais est-ce que tu veux vraiment risquer une blessure pour ça? Marc, j'en ai parlé, il y a plusieurs mentalités. En fait, la première, c'est que si tu as une trop longue pause, le synchronisme peut être off. Des fois, une trop longue pause, il y en a qui adorent les longues pauses. Il y en a qui sont comme, si j'ai une trop longue pause sur mon corps, il se repose trop. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que quand je vais vouloir reprendre la machine dans la semaine, pas game shape. Après les wildcards, les rounds de division, je ne serai pas game shape, comme tu as dit. Dans le fond, c'est ça qu'il y en a qui vont vouloir jouer une certaine partie, d'autres pas trop. Certains, c'est juste quelques starter clés, des fois, genre ton centre, un receveur de passe, un running back un peu banged up, tu sais, genre, il va pas jouer. Mais aussi, c'est qu'en contrepartie, dans la saison, là, quand le monde est amoché, tu as des jeunes recrues du practice squad là, qui sont dans l'équipe depuis longtemps puis ils veulent prouver qu'ils ont une place. Puis si c'est pas avec les Ravens l'an prochain, c'est avec un autre club. Équipe. Ils vont arriver avec des jambes fraîches puis une grande source de motivation. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas le talent, mais c'est juste des noms qu'on ne connaît pas encore. Puis peut-être qu'ils ont le talent. Et ça se peut que ça soit ça qui va faire que. Fait qu'il ne faut pas dénigrer des gens sur la practice squad. Il y en a qui sont extrêmement bons, mais ils ne sont pas encore connus ou sont undrafted. Ça prend plus de temps avant que les gens ouvrent les yeux et disent OK, mon first rounder, je vais le tasser pour lui. Fait, au final, ce n'est pas nécessairement bon signe pour les Steelers que des gens motivés et frais arrivent dans mêlée. Mais c'est sûr que c'est une excellente équipe. Les Ravens jouent extrêmement bien. C'est comme un peu les intouchables. Fait qu'est-ce qui se passe quand une équipe a tout à perdre puis l'autre non, tu sais? Les Steelers, là, ils ont juste tout à prouver. Tu es contre la top équipe de la NFL, c'est contre des rivaux de division, ils se connaissent bien. Ces matchs-là sont toujours serrés, ils jouent à pas grand-chose. Ça va être un match extrêmement divertissant à regarder. Peu importe le score, que ce soit un blowout ou pas, ça va se battre jusqu'à la fin. Ça joue avec énormément de fierté. C'est un match avec beaucoup d'enjeux pour les Steelers et pour les autres équipes. Fait que, exact. Ce match-là vaut la peine d'être vu. Pour les Steelers, parlant de scénario, 2 scénarios possibles pour les Steelers. Si les Steelers gagnent, c'est le chemin le plus facile. S'ils gagnent, ils participent aux éliminatoires avec une défaite soit des Bills ou de Jacksonville. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si les Steelers gagnent, ils ont quand même une chance réaliste de participer aux éliminatoires parce que les chances que soit Buffalo ou Jacksonville perdent, c'est possible. Puis Buffalo joue contre les Dolphins. Les Bills ont déjà battu les Dolphins. Les Dolphins vont vouloir se rattraper. Les Dolphins, ils gagnent leur division s'ils battent les Bills. Fait que les Dolphins vont être motivés. Ça joue jusqu'à la fin. Là. Ça joue jusqu'à la fin. Et Jacksonville ne joue pas très bien dans les dernières semaines. Fait que c'est possible aussi que Jacksonville échappe son match. Fait que, il y a quand même des chances. Puis si les Steelers perdent, ils peuvent quand même participer aux éliminatoires. Si les Steelers perdent,
ils rentrent en éliminatoire avec une défaite de Jacksonville et une victoire des Broncos. Donc, même si les Steelers perdent samedi après-midi, ils ne sont pas automatiquement éliminés. C'est quand même possible que ça arrive. Je prie, là. Fait qu'en gros, si vous êtes fan des Steelers, c'est carrément plus important que Jacksonville perde que les Steelers gagnent. Ouais. En gros, là, c'est presque plus important. Si vous êtes fan des Steelers, cheerez plus pour les Titans de Tennessee que pour les Steelers en fin de semaine. Et tu sais quoi? Il y a des anciens, genre, pour vrai, des vétérans que j'aime. Will Levis, jeune recrue, sensation. J'ai jamais autant aimé son jeu que maintenant. Voilà, c'est ça. Fait que dans le fond, non, mais ça, donc c'est possible. Ouais. Puis, tu sais, moi, à cause que c'est des rivaux de division, à chaque fois, tu m'as dit, moi, je vois pas les Steelers compétitifs, mais ils étaient compétitifs puis gagnaient. Ouais, dans le fond, les Steelers peuvent gagner ce match-là. Oui, absolument. Oublie toute logique, là. C'est la NFC North. C'est des rivaux de division, ils sont battle-tested. La tête des Steelers est motivée. L'attaque domine depuis 2 semaines. Les running backs sont là, les receveurs de passe sont là. Fait avec Rudolph, les Ravens, on n'a pas trop de footage, on a juste 2 matchs. Ils n'ont pas le 5 matchs. Moi, je suis vraiment hype pour ce match. Maintenant, samedi, 20h et quart, ça, c'est un autre gros match, un win and in, lose and out. On adore voir ça. Texans contre Colts, les deux équipes sont en 9 et 7 et se battent pour une place. C'est pas compliqué, c'est pour ça, tu sais, tantôt tu disais il y a un enjeu. Il y a un enjeu, oui, puis non, pas pour ça. Je parle, il y a des matchs samedi, des matchs dimanche que j'aurais vu dans la même plage horaire, des matchs qui sont à 13h, d'autres à 16h. OK, je comprends. Mais pas pour ceux-là. Mais pour d'autres dimanches. Tu sais, Texans Colts, c'est pas compliqué. Le gagnant participe aux éliminatoires, le perdant ne participe pas aux éliminatoires. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un win and in, un lose and out, comme tu viens de dire. La petite twist, c'est que le gagnant de ce match-là a la possibilité de gagner la division et de pas juste être wildcard si les Jaguars perdent leur match le lendemain. Si vous êtes fan des Texans et des Colts, vous êtes à votre avantage de cheerer pour les Titans? Oui, absolument. Ben, je vais juste reprendre ta phrase, Marc. Non, mais oui, mais il faut qu'ils gagnent quand même. Tandis que les Steelers ne sont pas obligés de gagner pour rentrer. Colts et Texans n'ont pas le choix de gagner pour rentrer. Ils pourraient quand même gagner leur division malgré tout. Oui, exact. Tu as l'avantage d'avoir un match à domicile, ça, c'est sûr. Maintenant, continuons, si tu veux bien, Marc. Dimanche, de 13h, Buccaneers contre Panthers. Donc, c'est pas compliqué. Les Buccaneers gagnent leur division avec une victoire, mais s'ils perdent, ils n'ont aucune chance d'être wildcard. Parce que ça veut dire, c'est que les Bucs, c'est encore une fois, win and in, lose and out. Buccaneers n'ont pas le choix. Puis c'est contre les Panthers de toutes les équipes, tu dois gagner. Tu dois gagner, mais c'est un match de division. Ouais. Browns-Bengals. Un match sans enjeu. Les Browns peuvent quand même sécuriser. Être les Browns, je serais très gourmand de gagner ce match-là. Tu veux sécuriser ta 5e place pour aller affronter le gagnant de la AFC South. Parce que si tu perds, tu peux tomber peut-être de un rang. Puis là, te ramasser à l'affronter peut-être soit les Chiefs ou les Bills à Buffalo ou à Arrowhead. Tu veux pas ça, t'aimes mieux à l'affronter Jacksonville, Texans ou Colts. Fait que c'est quand même un match que tu veux pas échapper pour les Browns. Vikings-Lions. Ben, les Lions peuvent encore espérer que le seed numéro 2 dans la NFC, on en parlait tantôt, c'est quand même important. Fait que les Lions vont arriver dans ce match-là, qui vont vouloir gagner. Puis mathématiquement, les Vikings ne sont pas éliminés. Ils peuvent encore participer aux éliminatoires avec une victoire et des défaites de Green Bay, Seattle et Nouvelle-Orléans. Donc, mais ça prend... Pourquoi Green Bay ne joue pas le match en même temps? Tu as raison. Tu as 100% raison. C'est que je pense qu'ils voulaient mettre Green Bay et Seattle en même temps. Mais pourquoi Vikings-Lyon n'est pas en même temps que ce match-là? Tu as raison. Ça ne fait pas de sens. Tu sais, en tout cas. Oh, oui, tu as 100% raison. Là, maintenant, Jets-Patriots. Match sans saveur, sans odeur, sans goût, on passe. Parfait. Falcons-Saints. C'est pas compliqué. Le gagnant de ce match-là gagne sa division si Tampa Bay perd. Fait que tu parlais tantôt, on parlait tantôt des Falcons. Même à 7 et 9, les Falcons, s'ils gagnent, ils peuvent gagner leur division. Et ça serait, si les Bucks perdent puis les Falcons gagnent, il y aurait triple égalité à 8 et 9. Et c'est les Falcons qui passent. Ça serait fou, là. Quand on sera rendu à Rivière, on traversera le pont. Exactement. Je veux quand même mentionner que les Falcons ne peuvent pas se classer en tant que wildcard. Fait que les Falcons n'ont pas le choix de se classer comme gagnant de division. Mais les Saints peuvent quand même se classer comme wildcard. Donc, si les Saints gagnent ce match-là et que les Buccaneers gagnent, les Bucs gagnent la division, mais les Saints ont quand même un espoir de se classer comme wildcard. Pour ça,
il faudrait que les Packers et les Seahawks perdent. Si ça arrive, c'est les Saints qui passeraient comme wildcard, comme 7e seed. Ouais, c'est plus compliqué. Surtout que Green Bay risque de gagner son match. Mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Jaguars de Titan. Les Jaguars, comme on disait, gagnent la division avec une victoire. S'ils perdent, c'est vraiment compliqué par contre. Parce que s'ils perdent, ils ne peuvent pas gagner leur division. Donc, s'ils perdent, ils peuvent uniquement espérer une place en wildcard. Et pour ça, ça prendrait une défaite de Pittsburgh et une défaite de Denver. Donc, c'est quand même. Si les Jaguars perdent, c'est vraiment compliqué pour eux d'être wildcard. Maintenant, dimanche à 4h25, Seahawks Cardinals. Ouais, les Seahawks participent aux éliminatoires avec une victoire et une défaite des Packers. On disait que les Cardinals, c'est pas une victoire, c'est pas gagné d'avance, c'est pas donné, c'est un match de division en plus. Donc, c'est loin d'être fait pour les Seahawks qui ne jouent pas si bien que ça depuis le milieu de l'année. Donc, et en plus, ça leur prend de l'aide. Je ne gagerais pas sur les Seahawks pour participer aux éliminatoires personnellement. Chiefs Chargers. Ben, les Chiefs peuvent encore espérer finir deuxième dans leur conférence. Donc, peut-être un petit thrill d'aller remporter ce match-là, un match de division. Donc, voilà, c'est le seul enjeu pour ce match-là. Bears-Packers, quel beau match à venir. Exact. Pour moi, ça doit être mon équipe, mais c'est vraiment un match à 85 qui est à ne pas manquer. Je pense que ça peut vraiment être un beau match. C'est pas compliqué, les Packers gagnent. Ça peut être un devoir de match parce qu'on a vu les Bears l'année passée. Oui, je le sais. C'est pas compliqué, les Packers gagnent, participent aux éliminatoires. C'est pas plus compliqué que ça. Les Bears sont éliminés. Mais c'est les Bears d'aller finir à 8-9, de battre les Packers. Packers finiraient à 8-9 aussi. Les Vikings, ils pourraient peut-être finir à 8-9. Les Bears, tu pourrais bien paraître là, en gagnant ce match-là. Je joue super bien. C'est vraiment un match à ne pas manquer, un match qui va me garder sur le bout de notre chaise jusqu'à la fin, je pense. C'est sûr. Broncos, Raiders. On passe. Ils vont se attaquer les Broncos. Steve mène encore, probablement. Là, il a gagné son match. Il a gagné son match. Sean Payton, il a-tu menti en disant qu'il avait plus de chances de gagner avec l'autre? Oui, j'en parle pas. Le seul impact, c'est que si les Steelers perdent, ça prend une victoire des Broncos dans ce match-là pour que les Steelers participent aux éliminatoires. Eagles, Giants. Ben, les Eagles ont besoin de gagner et que les Cowboys perdent leur match pour gagner leur division. Donc, ils ont besoin d'aide. Ils sont assurés, au pire, de finir 5e puis d'aller affronter le gagnant de la division AFC South. Je ne sais pas à quel point. C'est-tu plus facile de battre les Bucks, les Saints ou les Falcons à l'étranger ou de recevoir les Rams ou les Packers à domicile? Je ne sais pas c'est quoi qui est le plus facile. Honnêtement, à leur place, je ne sais pas. En se fait des wildcards, tellement de surprises qu'il ne faut pas se fier à la logique. On pourrait être déçu. Non, c'est ça. Ouais. Rams, 49ers. Il n'y a pas vraiment d'enjeu à part les Rams qui peuvent finir soit 6e ou 7e, tout dépendamment des résultats des autres matchs. Les 49ers sont déjà champions, donc eux aussi, on ne sait pas s'ils vont. Ben, McCaffrey ne jouera pas, mais à part ça, on ne sait pas trop le plan de match pour les autres partants. Donc, un match un peu popcorn, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Cowboys, Commanders. Ouais, donc je le disais tantôt, Dallas gagne la division et s'assure du seed numéro 2 dans la NFC avec une victoire. Moi, je m'attends que les Cowboys sortent en ayant faim là, dans ce match-là. Tu ne veux pas l'échapper. Et pour dimanche 20h, ça serait tellement plus stressant pour tout le monde si les Steelers gagnaient samedi. Ah, vraiment. Ça mettrait encore plus d'enjeux dans ce match-là. Parce que pour vrai, si les Steelers gagnent là, samedi, ça veut dire que dimanche soir, si les Bills gagnent, ils finissent 2e. Puis s'ils perdent, ils finissent 8e. C'est malade mental. Et participer aux éliminatoires, c'est malade mental. Pour le show. Ah ouais, on veut que les Steelers gagnent. On veut que les Steelers gagnent. Parce que si les Steelers gagnent, ça rend ce match-là exceptionnel. Puis on terminerait avec cette fiche-là. Fait que genre, ça serait débile. Ça serait fou. Ouais. Fait que je veux quand même mentionner que même si les Steelers gagnent, si Jacksonville perd en après-midi, les Bills sont sûrs de faire les éliminatoires quand même. Et les Steelers aussi. Non, parce que les Steelers, ils ont besoin de Denver. En tout cas, tout dépendamment. Là, mais... Non, mais si les Jaguars perdent... Mais que les Steelers perdent aussi. OK, non, moi, je faisais... Si les Steelers gagnent et les Jaguars perdent, les Jaguars sont out, les Bills et les Steelers sont in. C'est ça. Ça va juste être pour le titre de la division. Tandis que si Pittsburgh et Jacksonville gagnent, ben là, les Bills, ça leur prend une victoire, sinon ils ne participent même pas aux éliminatoires. Marc, là, on sonne juste comme deux fans de la NFL en train de dire des équipes, puis des ci, puis des ça. Vraiment. Ça serait je veux juste qu'on arrête là.
Juste pour dire qu'il y a beaucoup. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Écoutez les matchs, puis les annonceurs vont vous le répéter avec plein de graphiques tout le long du match. Fait que c'est ça mon analyse. Mais Marc, c'est à toi cette semaine de choisir le devoir de match. Donc, quel devoir de match pour la dernière fois? Je trouve ça plate parce que les 3 matchs qui me tentent le plus, c'est des matchs des équipes que j'ai déjà vus. C'est soit le match Texans-Colts, le match Packers-Bears ou le match Bills-Dolphins. Mais j'ai l'impression que c'est toutes des équipes qu'on a vues beaucoup cette année, mais c'est comme les matchs avec le plus d'enjeux. J'ai comme besoin de ton aide pour m'aider là-dedans. Je sais pas, moi. Dimanche soir, parce qu'à la fin, il y aura plus d'enjeux avec les autres. C'est ça. Ça finit l'année avec ça. Puis en playoff, il n'y aura pas de devoir de match. Non, moins ça, de matchs. Fait que, on va pas mal voir tous les matchs. On y va pour ça. C'est bon. Ça finit l'année avec ça. Fait garde, pourquoi pas. Mais ça finit la saison, pas l'année. L'année 2024 commence. Oui. Ben, garde, voilà. Oui, parfait. On y va pour Bills. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les Dolphins. J'ai vu les highlights. Oui, c'est vrai. Les Bills, j'ai vu récemment. C'est vrai, ouais. Mais les Dolphins, moins. Je vois les Dolphins, ça donne quoi? Est-ce qu'ils sont comme vraiment plus frais? Puis le gagnant gagne la division. Fait que c'est un match avec énormément d'enjeux. Fait que ça vaut la peine de voir ça. Mais Max, ça conclut l'émission? Ça conclut, oui, absolument. Fait dans le fond, on se laisse sur Dualité. À moins que Max vous plugger nos réseaux une dernière fois ou non? Donc, l'Assistant Coach Podcast sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. On vous donne toutes nos dernières nouvelles là-dessus. Fait que bonne semaine, bonne dernière semaine de la NFL. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ça va être vraiment le fun. Moi, je suis très hype pour en fin de semaine. Yes, puis bon début d'année et bonne fin de saison. Ciao la gang. Bye. Yes, ciao. Bye.